Ce corps était une découverte anthropologique de très grande ampleur, voire l'une des plus grandes découvertes scientifiques de toute l'histoire de l'humanité. Cet être était intelligent, fabriquait des outils et avait des mains préhensibles. Il avait un ancêtre primate bipède qui vivait sur la terre ferme, comme nous. Si cette créature fait partie de l'arbre généalogique humain, à quel point est-elle humaine? Je me souviens que pendant le trajet pour aller voir le moulage complet du crâne, je me disais que c'était vraiment parfait. On était en train de traverser la terre même où nos ancêtres avaient été découverts. Et on était sur le point d'en rencontrer un nouveau. Seulement, ce n'était pas un ancêtre. Il existait toujours. Je suis le docteur Liane Visser. Je suis anthropologue médico-légal au sein du département de l'évolution humaine. Mon travail consiste à reconstituer l'apparence d'individus à l'aide de fragments de crâne et d'autres os. Certaines caractéristiques m'ont aussitôt sauté aux yeux. Le crâne avait de grandes orbites, plus grandes que sur n'importe quel fossile ou homme moderne que j'avais pu reconstituer. Ça signifiait que les yeux devaient être assez gros. Et les animaux qui ont de gros yeux sont ceux qui vivent en milieu sombre. J'ai ensuite remarqué la présence d'une crête crânienne. On trouve ce type de crête chez certains de nos cousins, mais pas chez l'homme moderne. Les singes en ont. Et on en trouve également chez certains de nos premiers ancêtres. Les scanners du crâne reconstitué ont permis d'obtenir une représentation de l'intérieur de la cavité cérébrale. Le docteur Visser a découvert que les zones qui, chez les humains, correspondent au son étaient très développées. L'orifice situé sur le fragment d'os frontal était connecté à toute une série de sinus. La forme et les caractéristiques du crâne nous ont révélé à quel point le système acoustique de cette créature était élaboré. La forme concave à l'avant du crâne indiquait qu'il possédait un melon. Il s'agit d'une masse de graisse qui permet aux dauphins et autres baleines de s'écolocaliser. Ce n'était pas un évent. Ça ne lui servait pas à respirer, mais à diriger le son. La reconstitution du crâne avait prouvé que cette créature pouvait s'écolocaliser. C'était elle, la créature qui avait émis ces cris qui n'avaient jamais été identifiés. L'écolocalisation est une forme de biosonar. C'est la capacité à émettre des sons à haute fréquence qui vont se réverbérer sur les objets et ainsi fournir à l'animal une carte mentale de son environnement. Le son permet de trouver à manger. Et il permet de communiquer dans le bleu profond du vaste océan. Pour nous, il n'y avait plus de doute. C'était l'animal qui était à l'origine du bloop. C'était lui sur l'enregistrement de 1997, c'était lui sur l'enregistrement de 2004 dans l'État de Washington, et c'était lui sur l'enregistrement sud-africain, celui où il parlait aux dauphins. La créature et le dauphin s'appellent l'un l'autre. L'heure de la chasse a sonné. C'est le Sardine Run. Presque tous les prédateurs de l'océan vont se retrouver pour traquer des bancs de sardines en migration longs de plusieurs kilomètres. Mais seules 2 espèces vont chasser ensemble.
On venait de découvrir une créature de légende. C'était bien de ça qu'il s'agissait. On s'était tous retenus de le dire pendant des jours, voire des semaines. Mais les scientifiques ne sont pas censés croire aux contes de fées. Et ce qu'on avait trouvé, c'était une sirène. Si les images filmées à Beaufort sont authentiques, ce n'est pas celui qu'on a trouvé à Washington. Celui-là n'était pas en état d'être transporté. J'ai vu ce que ces garçons ont vu. Je sais que ce qu'ils ont dit à la marine américaine était la vérité. Comment croyez-vous que les gens réagiraient s'ils savaient qu'on était en train de tuer une espèce inconnue et qui plus est le dernier parent proche encore en vie de l'homme? Regardez comment ils continuent à réagir face aux échouages de baleines. S'ils voyaient cette créature, ils seraient révoltés. Je me suis demandé comment cet animal avait pu rester caché si longtemps. Mais quand on y réfléchit, on se rend compte que la surface de la Lune a été bien plus explorée que les fonds marins. Et on continue encore aujourd'hui à découvrir de grands animaux. Rien qu'au cours de la dernière décennie, 2 nouvelles espèces de baleines ont été découvertes. Ce sont des animaux de 10-12 mètres de long qui n'ont jamais été vus ni enregistrés. On a encore appris l'existence d'animaux géants ces 10 dernières années. Donc oui, il est toujours possible de rester caché. Mais bien sûr, l'animal qu'on a découvert avait déjà été décrit. On n'a aucun document scientifique à l'appui, mais on a d'autres traces. On les connaît. On les connaît depuis toujours. Les récits de marins abondent de par le monde. Les navigateurs grecs les ont décrits, tout comme les Vikings, tout comme les Chinois durant leur grande période d'exploration maritime. Ils sont évoqués dans des manuscrits médiévaux, et même au XIXe siècle, des capitaines de baleiniers les avaient aperçus en train de nager parmi des groupes de baleines. Des cultures de continents différents, des peuples qui n'avaient aucun contact entre eux. Pourtant, tous leurs récits décrivent la même créature légendaire. Serait-il possible que ces récits ne relèvent pas du mythe? Ils ont été consignés dans les journaux de voyage de Christophe Colomb et d'Henry Hudson, qui ont témoigné avoir vu des créatures humanoïdes au pâle ventre moucheté, au dos bleu sombre et aux queues en forme de pagaie. Ces descriptions pourraient-elles être fidèles à la réalité? D'autres témoignages historiques pourraient-ils venir apporter un nouvel éclairage? Comme ces dessins italiens du XVIe siècle, autrefois considérés comme des représentations d'une anomalie humaine. Ces dessins pourraient désormais raconter une toute autre histoire. Aujourd'hui encore, des témoignages se font jour, comme cette vidéo de 2004 filmée dans la précipitation au large des côtes adriatiques. C'est en haute mer que la créature a été vue pour la dernière fois. Et c'est dans ce désert, autrefois occupé par la mer, qu'elle a été vue pour la première fois. Ces grottes de grès surplombaient il y a environ 30 000 ans une baie soumise au courant de la marée. La mer s'est retirée, mais la mémoire des peuples qui ont vécu ici demeure, comme en témoignent les peintures anciennes qui recouvrent les murs des grottes. Selon les archéologues, ces peintures compteraient parmi les plus anciennes images mythologiques jamais réalisées par l'homme.
S'agit-il des fantasmes des premiers pêcheurs s'imaginant avec des queues, nageant pour attraper des poissons à l'aide de harpons et de filets? Ou cela représente-t-il autre chose? Les terrains de chasse et de pêche ne se remportaient que de hautes luttes. C'est par la force que les premiers hommes protégeaient leurs sources de nourriture contre les tribus rivales ou toute autre menace. Serait-ce ce que ces peintures représentent? Ces peintures témoignent-elles du conflit opposant les hommes à des créatures aujourd'hui reléguées au rang de mythes? Les avons-nous condamnés à disparaître? Ou les avons-nous condamnés à se cacher? Si elles ont résisté, si elles ont survécu, elles ont dû se cacher quelque part. Mais où? On savait ce qu'ils avaient. On le savait avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. On surveillait l'équipe de McCormick depuis 2004. On les a suivis en Afrique du Sud. On savait qu'ils avaient trouvé la même espèce que nous sur la plage. Ils avaient des preuves qui feraient échouer l'opération. Des preuves physiques qui pourraient nous arrêter. Vous pensez qu'on allait laisser faire ça? Mais comme ils faisaient progresser nos recherches, on les a laissés continuer. Pendant un temps. À ce moment-là, notre travail en Afrique du Sud était terminé. Et on préparait nos preuves afin de repartir aux États-Unis. Mais problème, l'autorisation. Une fois encore, les Sud-Africains rechignaient à nous délivrer des autorisations pour sortir nos preuves du territoire. On aurait dû se douter de ce qui allait arriver. C'est difficile de se rappeler aujourd'hui à quel point on était content. Mais si j'ai accepté de témoigner, c'est parce que je crois que ça peut être utile. Et c'est la même chose pour Rebecca. Brian, lui, est plus cynique. Je crois qu'il a perdu la foi. Mais je ne lui en veux pas, surtout après ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où avez-vous pris tout ça? Il n'en est pas question. Lâchez-moi! J'ai tenté de retenir Brian. Après ça, je l'ai soutenu moralement. Pendant des semaines. Mais il était anéanti. Comme nous tous. La police a tout confisqué. Tous les tests de laboratoire, tous les dossiers, la reconstitution du crâne. Et ils ont emporté le corps. Je n'avais jamais assisté à une telle scène de toute ma vie et je travaille ici depuis 20 ans. C'était du jamais vu. Ce n'était pas une simple descente de police, c'était une véritable opération commando. Ils sont arrivés tôt le matin, quand ils savaient que personne ne serait là. Ils avaient tous les documents qu'il leur fallait. Confiscation d'une découverte d'importance nationale. Première fois que j'entends ça. On savait de qui ça venait. On sait tous qui est derrière tout ça. Les essais de sonar. Si on le prouvait,
Ils devraient interrompre leurs essais et ils devraient admettre qu'ils disposent d'une arme sonique. Et qui sait, peut-être aurait-il autre chose à admettre. Tout ce qui nous restait, la seule chose qu'ils n'avaient pas saisie, c'était les enregistrements du bloop. Ils n'avaient pas pu les prendre, ils avaient déjà été rendus publics. On était tellement obsédés par tout ce qu'on avait perdu, par ce que le gouvernement avait emporté, qu'on a oublié que tout ce dont on avait besoin se trouvait sur ces enregistrements. C'était notre pièce maîtresse. Nous voici dans une lagune de l'hémisphère sud. Les créatures se mettent à l'abri dans ces eaux chaudes. Cette espèce en voie de disparition s'accroche à la vie. On est rentré aux États-Unis en état de choc. On ne pouvait pas rester en Afrique du Sud, nos visas avaient été révoqués. Et quand on est retourné à Washington, on a déposé plusieurs réclamations contre les gouvernements américains et sud-africains. Les Sud-Africains ont fini par répondre. Les échantillons qu'ils avaient saisis dans le laboratoire de l'université où ils étaient en cours de traitement, ils les ont évoqués. Comme les résultats ADN obtenus étaient très proches d'un ADN humain, le laboratoire qui a effectué les tests a estimé qu'ils avaient été contaminés par un ADN humain. Sinon, ont-ils dit, comment expliquer que leur profil génétique soit si semblable? Ils ont contesté les résultats. Et ils ont détruit les échantillons. J'avais l'impression d'être dans un roman d'Orwell. C'était Big Brother. Il réécrivait l'histoire. Cette créature était rayée de la carte. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Veulent-ils protéger leurs essais ou bien veulent-ils garder les créatures pour eux? Leur font-ils subir des tests? On ne sait pas. On ne sait toujours pas. On avait désormais du temps à tuer. Alors on a étudié sans relâche les cas où des corps s'étaient échoués sur le rivage. Et ceux où des officiels avaient bouclé des périmètres. Ils auraient parfois été secondés par des officiers américains en civil. On n'arrêtait pas de repenser à l'échouage qui s'était produit à Washington et à l'équipe médicale de la marine américaine. On avait cru qu'ils faisaient des tests sur les baleines. Mais depuis, notre théorie avait changé. On a retrouvé les enfants qui avaient apporté le premier témoignage. Et la marine américaine avait passé beaucoup de temps avec eux. Il leur avait même rendu visite chez eux. Et il les avait convaincus que ce qu'ils avaient vu était en fait un phoque. Un phoque qui s'était décomposé, d'où son apparence étrange. Le garçon avait dessiné ce qu'il avait vu. Personne, à part les scientifiques avec lesquels on a travaillé,
et les fonctionnaires qui avaient confisqué notre matériel n'auraient pu savoir à quoi ressemblait le crâne reconstitué. Mais ce garçon avait dessiné ce qu'il avait vu. Et ça correspondait. Il avait vu la même chose. Et on a vu autre chose. C'est la mère du garçon qui a accepté de nous le montrer. Il ne l'avait pas. La marine américaine avait oublié de vérifier leur portable. Ce n'était pas la première fois que l'armée se faisait piéger par un portable avec appareil photo. Mais à l'époque, presque personne n'en avait. L'enquêteur ne s'était même pas donné la peine de le regarder. Le garçon avait conservé ça pendant tout ce temps. La première fois que j'ai regardé la vidéo, j'ai eu un frisson dans le dos. Pas parce que j'étais abasourdi de la voir en vie, mais parce que j'imaginais cette créature pendant les instants qui avaient précédé l'explosion sonique. Elle n'avait aucune chance. Les sirènes se déplacent avec les baleines. Elles quittent les eaux chaudes de l'hémisphère sud où, comme les baleines, elles donnent naissance à leurs petits. Elles rejoignent maintenant les aires d'alimentation du nord. Les baleines les protègent des orques ainsi que des requins de haute mer. Les femelles qui attendent des petits profitent de l'aspiration, conservant ainsi leur énergie pour remonter la côte pacifique. Les fonds marins ont été leur dernière cachette. Désormais, même ici, elles ne trouvent plus refuge. Et les baleines ne peuvent pas les protéger contre les nouvelles menaces. Elles nagent quelque part dans le nord-ouest Pacifique. Ce jour-là, les navires de la marine américaine sont là aussi. Ce qui leur est arrivé ensuite figure sur les enregistrements sonores de la NOAA. C'est le seul qu'on ait trouvé vivant. Du moins du temps où je faisais partie de la marine américaine. Quand j'ai démissionné, on ne savait même pas s'il en restait. La créature qu'on a ramenée de l'État de Washington est morte en 2007. On l'a maintenue en vie tant qu'on a pu. Je sais que j'ai mal agi. Je le savais déjà à l'époque, et je vis dans la culpabilité. J'espère qu'en apportant mon témoignage, on pourra protéger celles qui sont encore en vie.
On savait qu'elles s'échouaient avec les baleines. Ce qu'on a découvert, c'est que les échouages se produisaient le long des voies de migration. Elle ne faisait pas que s'associer aux baleines, elle migrait avec elles. On voulait entrer en contact avec elles. On a su qu'on était au bon endroit quand on a vu les baleines. Alors, on a lancé l'enregistrement et on a attendu de voir si quelque chose se manifestait. Il y avait quelque chose dans l'eau. Brian était certain d'avoir vu quelque chose. Et j'ai vu quelque chose moi aussi. Nos activités étaient sous surveillance. C'était vraiment Big Brother. Et tout ce qu'on a pu enregistrer ce jour-là nous a été confisqué. Ce n'est pas comme ça qu'on allait faire éclater la vérité. Brian a été le premier à quitter l'agence. Paul et moi avons quitté la NOAA peu de temps après. Je n'ai pas parlé à Brian depuis qu'il est parti. Je crois qu'il pense que le seul moyen de les sauver, c'est de les trouver. Mais je ne suis plus de cet avis. Et je crois que Paul non plus. Toute cette histoire l'a miné et il était prêt à suivre ce cri jusqu'au bout du monde. Il se pourrait bien qu'il les trouve. Je sais qu'il cherche encore. Quant à moi, depuis ce jour, je ne suis plus très sûr de vouloir les chercher. Et je me demande même si c'est une bonne chose. Je commence à les considérer comme mes semblables. Et la dernière fois qu'on a vécu aux côtés d'autres êtres humains, c'était avec les hommes de Néandertal. On les a fait disparaître. Des scientifiques pensent qu'on les a activement pourchassés et qu'on les a littéralement exterminés. L'histoire se répète. Ce qu'on a fait sur Terre à l'un des nôtres, on le refera dans la mer. Cohabiter n'est pas notre fort. Parfois, la responsabilité doit prendre le pas sur la science. Mon unique but, c'est que la marine américaine arrête ses essais de sonar. Je veux que la justice enquête sur ces activités et ordonne la cessation des essais. Les sirènes se sont perpétuées uniquement parce qu'elles savent se cacher. C'est bien comme ça. J'espère qu'elles resteront cachées. Je n'ai plus envie de les traquer aujourd'hui. Parce que elles ne veulent pas qu'on les trouve.
On m'a seulement demandé d'analyser le bassin et les jambes du spécimen. Je n'ai jamais vu le reste du corps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas le résultat d'une étrange maladie des os, ni d'une quelconque difformité. Quelle était cette créature? Je l'ignore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais d'où elle vient. Pour moi, ses origines ne font aucun doute. D'après les os qu'on a scannés, elle avait indéniablement un ancêtre hominidé. Cette créature et nous avons un ancêtre commun. On appartient à la même lignée. Ce que j'ai vu sur le quai ce jour-là, je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. J'ai passé toute ma vie au bord de la mer. J'ai voué mon existence à l'étude de la mer. Et je n'avais encore jamais vu une telle créature. C'était totalement inconnu de la science. Ces enregistrements repassent sans cesse dans ma tête. Celui de l'État de Washington, puis celui d'Afrique du Sud. J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je n'avais jamais rien entendu de tel. La seule créature qui, à ma connaissance, a un langage aussi complexe, c'est l'être humain, c'est nous. Comme je l'ai déjà dit, réaliser une reconstitution, c'est comme assembler un puzzle. Les pièces doivent s'imbriquer pour que l'image qui se forme ait une cohérence biologique. S'il y a ne serait-ce qu'une pièce qui ne s'imbrique pas, la reconstitution est impossible. D'après moi, les moulages qui m'ont été envoyés ont été réalisés à partir d'un spécimen authentique. Ces moulages étaient authentiques. C'était un réel animal. Appelez-le comme vous voulez. Oubliez un instant notre théorie. Oubliez les enregistrements, oubliez les déclarations officielles des autres scientifiques et oubliez nos références culturelles sur les sirènes. Il existe une autre culture qui se souvient d'elle. La nature ne ment pas, alors fiez-vous à elle. Il reste quelques endroits sur Terre où des dauphins sauvages traquent le poisson aux côtés des pêcheurs. Ils aident littéralement les hommes à attraper le poisson. On voit ça au Brésil, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Les pêcheurs vont au bord du rivage et descendent dans l'eau, dans les hauts fonds. Et ils les appellent. Ils font venir des dauphins sauvages depuis la mer. Et les dauphins répondent à l'appel en entraînant des bancs de poissons vers le rivage. À ce moment-là, les pêcheurs emprisonnent les bancs de poissons et les dauphins dans leurs filets. Les dauphins ne paniquent pas, ils restent tout à fait calmes. Ils savent que les pêcheurs les relâcheront avant de refermer le filet. Ils relâchent les dauphins avant de ramener le filet sur le bord. Et puis, les dauphins, frétillant d'impatience, attendent dans les hauts fonds que les pêcheurs leur donnent leur part. Ils lancent des poissons aux dauphins pour qu'ils les mangent. Ils se partagent la pêche en fait. Les dauphins et les hommes se partagent le butin. Ils partagent le poisson qu'ils ont attrapé ensemble. On a deux animaux de deux milieux différents qui coopèrent. Cette relation est unique au monde et personne ne sait comment ça a commencé, comment cette association est née. Il s'agit de l'un des grands mystères des océans. Comment une telle association a-t-elle pu se développer? Comment les hommes ont-ils pu apprendre aux dauphins à faire ça? On ne leur a pas appris. Ce sont les dauphins qui nous l'ont appris. Et je pense qu'ils l'ont appris de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas la seule culture à avoir gardé en mémoire les sirènes.